Décidément, 2020 est l'année de Bernard Friot. La pensée de l'économiste et sociologue, apôtre du salaire à vie, était déjà une des sources d'inspiration des travailleurs engagés contre la réforme des retraites façon Macron-Philippe. Et voilà que l'épidémie de coronavirus et la crise financière remettent son arsenal théorique au centre du débat. Selon Bernard Friot, la dette publique d'aujourd'hui est la conséquence du choix opéré par les États, dont la France, de venir au secours du système financier lors de la crise financière de 2008, pourtant créée par l'irresponsabilité de la bulle spéculative. Par ailleurs, il considère que l'hôpital public en France, financé par de la cotisation populaire, est la preuve que les investisseurs et les actionnaires, donc la dette, ne sont pas nécessaires pour créer de la valeur. Aujourd'hui, qu'une nouvelle crise financière menace de contaminer nos économies dans leur entièreté, et alors que Macron même semble reprendre les idées du Conseil national de la résistance, notamment sur le système de santé, le média a voulu redonner la parole à Bernard Friot afin qu'il partage avec nous son analyse du chaos dans lequel nous commençons tout juste à être plongés. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour Sophie. Alors, la crise financière, elle est déjà là et elle pourrait être pire que celle de 2008. Les États et les banques centrales ont déjà commencé à soutenir les banques et les grandes entreprises par les moyens classiques qu'ils savent utiliser. Emmanuel Macron a expliqué hier qu'il soutiendrait le système économique et donc financier, quoi qu'il en coûte. Penses-tu vraiment, aujourd'hui, avec le contexte qui est le nôtre, qu'il faut cette fois-ci laisser crever les banques et les grandes entreprises? On va commencer par les entreprises, parce que les mesures annoncées par Emmanuel Macron concernent surtout les entreprises. Or, dans les entreprises, il y a des PME, il y a des coopératives, il y a des grandes entreprises, et quelque part, on se dit, mais on va quand même pas laisser crever le bar tabac du coin ou la coopérative du coin, par exemple comme le média. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'il faut penser donc du plan de soutien annoncé pour les entreprises par Emmanuel Macron, à qui ce plan va coûter de l'argent, et est-ce que tu es d'accord? Alors je suis en total désaccord, évidemment, avec le soutien du système bancaire et des marchés financiers, qui ne manquera pas d'être le cœur du projet Macron, puisque c'est pour cela qu'il est élu et président de la République. Tu as raison de distinguer PME et grandes entreprises. L'enjeu pour moi, qui suis un économiste du travail, c'est le maintien du salaire pour les travailleurs. Et donc, en aucun cas, je ne peux approuver le délai, ou voire même la suppression, puisque c'est annoncé comme tel aussi, des cotisations sociales dues par les employeurs, dont on voit bien le côté complètement irresponsable. Ces cotisations sociales, elles financent l'hôpital public en particulier. Ce qu'on veut, c'est qu'ils crèvent l'hôpital public et que la pandémie ne soit pas enrayée. C'est ça l'objectif. Enfin, c'est d'une irresponsabilité absolue de proposer que le soutien des entreprises passe par le non-paiement des cotisations. C'est totalement irresponsable. Et il faut être, je ne sais pas, sur la lune ou vraiment au service du capital, comme l'est notre président, pour faire des propositions aussi aberrantes. Soutenir les entreprises, les PME, c'est décréter que les dettes d'investissement ne seront pas remboursées. Ça, oui. Là, on fait porter la responsabilité de la crise actuelle sur ses initiateurs, c'est-à-dire les marchés financiers. Et c'est tout à fait normal que ce soit eux qui soient mis en cause et que ce soit les remboursements des dettes que les entreprises ont contractées pour financer leur investissement qui ne soient pas honorés. Ça, oui. Alors tu dis que ce sont les marchés financiers qui sont responsables de cette dette, mais contrairement à la crise de 2008, c'est l'économie réelle qui semble avoir entraîné dans sa chute la finance. Certains peuvent estimer que la responsabilité de la bulle spéculative est plus faible cette fois-ci. Qu'est-ce que tu leur réponds?
Oh ben, c'est toujours les signaux que donne l'irresponsabilité des marchés financiers qui génèrent ou pas la possibilité pour les entreprises d'exister. Donc dire que c'est l'économie réelle qui tout de suite aujourd'hui est à l'origine. C'est l'industrie chinoise qui a un peu décroché et puis ça a révélé les fragilités, c'est vrai. Mais oui, mais enfin, encore une fois, les fragilités de l'économie réelle sont toujours générées par la ponction, l'irresponsabilité, l'absurdité des signaux émis par les marchés financiers. C'est cette régulation de l'économie réelle par les marchés financiers à laquelle il faut s'attaquer réellement. En plus, on peut se dire quelque part, et je m'éloigne un peu du sujet, mais que quelque part, cette crise va montrer une fois de plus, pourrait montrer que les économies les plus financiarisées sont les plus fragiles dans leur manière de se rétablir. Parce que, bon, on va forcément comparer les économies occidentales, l'économie chinoise, l'économie indienne, et l'économie des pays où la finance n'a pas tout infusé. Et peut-être que quelque part, ça va te servir... ta démonstration. C'est possible. Hein. Moi, encore une fois, il ne faut pas trop me lancer sur des terrains dont je ne suis pas spécialiste, et donc je me garderai d'être prophète sur ces questions-là. Donc tu dis les mesures de soutien à l'économie, aux entreprises et donc forcément aux secteurs financiers annoncés par Emmanuel Macron sont irresponsables. Mais est-ce que le citoyen a le choix ? Ni le gouvernement, ni la Banque centrale européenne ne nous demandent notre avis avant d'intervenir sur les marchés ou avant de soutenir les entreprises au détriment des caisses des travailleurs. Que faire politiquement ? Sortir de la Ve République, hein, ça c'est clair que notre Constitution montre bien son caractère extrêmement nocif. Hein. Irresponsabiliser les citoyens, irresponsabiliser le Parlement, irresponsabiliser tous les corps intermédiaires pour centrer tout sur l'omnipotence d'un génie supposé nous mène évidemment à ce genre d'impasse. Ça c'est clair que nous ne pouvons pas continuer à être dans ce simulacre de démocratie qu'est la Ve République. Est-ce qu'il faudrait que les partis politiques ou les syndicats revendiquent le droit d'être associés aux prises de décision qui seront nécessaires pour sauver l'économie et sauver la nation, quelque part? Oui, à condition que ce ne soit pas du genre des concertations dans lesquelles le MEDEF et la CFDT sont enlisés aujourd'hui pour accompagner les réformes Macron. Hein. Tout ça est quand même totalement insignifiant. Parce que aujourd'hui, on n'entend pas encore parler du prix de cette relance de l'économie, de ce soutien aux entreprises. On n'entend pas beaucoup la sphère politique poser des questions et demander des garanties dessus. Tu penses que c'est vraiment la logique de la Ve République qui veut ça, ou il y a une sorte de tabou sur ce type de mesures? Le fait que la puissance publique n'exerce plus son rôle dans l'incitation à la production, ça c'est pas lié à la Ve République, c'est lié à ce qu'est qu'un État au service du capital. Hein. Ça c'est tout à fait classique. Hein. Mais on n'a pas encore d'annonce sur le prétendu, ou ce qui viendra peut-être, j'en sais rien, plan de relance. Les annonces qu'on a sont suffisamment catastrophiques pour qu'on les analyse et qu'on les conteste. Déjà, la Banque centrale européenne s'est intervenue sur les marchés pour soutenir les bourses qui plongeaient. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre l'implication de la Banque centrale européenne auprès des marchés financiers et des mesures austéritaires qui viendraient 3, 4, 5 années plus tard? Elles viennent tout de suite, hein, et on l'a bien vu depuis 2008. Hein. C'est clair que la création monétaire à l'appel que fait la Banque centrale pour soutenir les marchés financiers va aux actionnaires, ne va pas du tout à l'économie réelle, justement. Et pour que cette monnaie ne soit pas de la monnaie de singe, encore faut-il qu'elle soit fondée sur la valeur créée par les travailleurs, qui va leur être piquée par des politiques austéritaires, et qui leur est piquée depuis 10 ans. Hein, c'est clair, s'il y a une telle exaspération populaire, c'est parce que les services publics sont en déshérence, parce que les salaires n'augmentent pas, parce que les cotisations
cotisations sociales sont gelées. Bref, parce que l'austérité, conséquence nécessaire du soutien de la Banque centrale au marché financier par une création monétaire absolument indécente et dirigée vers ces marchés et non pas vers la population, tout ça est inéluctable. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas besoin de prophètes. Hein. On le sait très bien que tout c'est comme ça. Ça se passe comme ça depuis 10 ans et ça se passera comme ça à nouveau. Mais malgré toute cette création monétaire, les marchés ne semblaient pas satisfaits, puisqu'il y a eu un jeudi noir après le lundi noir. Parce qu'ils s'attendaient encore à des taux encore plus faibles, enfin, etc., évidemment. Et ces gens-là, non, on ne leur en donne jamais assez. Hein, et Macron est un spécialiste de la chose, puisque c'est un trader. Est-ce que nous pouvons survivre à la faillite du CAC 40 ? Mais bien sûr, mais il faut qu'il soit en faillite, ce CAC 40. Enfin, tout ça, ce sont des parasites, ce sont des gens qui n'existent que par notre travail, que par la ponction qu'ils exercent sur notre travail. Donc il y a un moment où il faut en finir avec le fait de sauver le CAC 40. Il ne s'agit pas de sauver le CAC 40, il s'agit de l'assécher, il s'agit que les PME ne remboursent aucune de leurs dettes d'investissement. C'est ça le seul soutien légitime, utile aux entreprises. De toute façon, même si on ne demande pas aux PME de ne pas payer une partie de leurs dettes, elles seront dans l'incapacité de payer leurs dettes, y compris si le gouvernement les exonère de cotisations. Ça, la question se posera. Peut-être au demeurant. Hein. Mais encore une fois, s'attaquer au salaire et à la partie socialisée du salaire qui finance qui finance le système de santé, s'attaquer aux impôts, puisqu'elles seront aussi exonérées du paiement de leurs impôts pour les soutenir, c'est-à-dire au service public, c'est d'une... on voit le caractère complètement absurde, indécent, obscène de ce qu'est un pouvoir au service du capital, au service direct du capital, comme l'est le pouvoir de Macron depuis son élection. À quoi pourrait ressembler une politique de relance qui ne reviendrait pas à socialiser les pertes du capitalisme ? Une politique de relance, ça suppose déjà... Après cette crise. Attendez, oui, parce que la crise, elle est devant nous, donc ça... Pendant cette crise. On n'est pas après la crise. La question, c'est déjà de l'affronter d'une façon qui soit positive. Hein. Affronter la crise d'une façon qui soit positive, c'est déclarer un moratoire sur toutes les dettes d'investissement. Je ne parle pas des dettes que Drahi a fait pour augmenter son empire. Celui-là qui crève avec ses dettes, ça bien sûr. Hein. Je parle des dettes d'investissement qui sont contractées par les entreprises. Ces dettes-là doivent être non remboursées. Elles sont illégitimes puisqu'il n'y a aucune raison de s'endetter pour travailler. Il n'y a aucune raison. C'est nous qui produisons la valeur. Il n'y a aucune raison que, pour pouvoir travailler, nous soyons obligés de nous endetter, soit comme travailleurs indépendants, soit collectivement comme membres d'une entreprise, auprès de prêteurs qui ne prêtent que ce qu'ils nous ont piqué ou ce qu'ils vont nous piquer, si c'est de la création monétaire, ou si c'est de l'épargne, ce qu'ils nous ont piqué. Donc il y a un moment où il faut rappeler... On leur a donné si c'est de l'épargne. Non. Quand je parle de l'épargne, c'est l'épargne qui tient du profit, de la centralisation du profit. Il y a aussi les dépôts des épargnants, mais enfin, je parle de la centralisation du profit. Et donc cette manne-là, il n'y a aucune raison qu'elle ne nous revienne pas directement par une hausse des cotisations, de la socialisation de la valeur, comme nous l'avons fait entre 1945 et 1979. Le taux de cotisation a doublé, il est passé de 28% du salaire brut à 65% du salaire brut. Il n'a pas bougé depuis, il est toujours à 65% du brut, 66% du brut, il n'a pas bougé. C'est bien ça le drame, c'est que la socialisation de la valeur ne s'opère plus par des cotisations qui nous reviennent, sous forme de services publics, sous forme de salaires socialisés, mais par du profit
qui ne nous revient pas, qui au contraire met en difficulté l'économie réelle, puisque les marchés financiers n'en ont rien à foutre de l'économie réelle. C'est à la fois, c'est leur contradiction d'ailleurs, hein, c'est à la fois leur vache à lait et en même temps ce dont ils empêchent la vitalité et l'expression. C'est pour ça qu'il y a crise du capitalisme d'ailleurs. Hier, Emmanuel Macron a dit, et je cite, « Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. » C'est ce qu'il a dit. Notre président serait-il devenu communiste ? Non, mais enfin, ce discours n'a aucune crédibilité. Enfin, personne d'ailleurs n'est dupe. Tout ça a fait rigoler tout le monde, sauf les éditorialistes officiels qui, eux, prennent au sérieux, évidemment, ce type de cynisme indécent. Hein. De toute façon, chez Macron, tout est dans l'indécence et dans le cynisme. Mais justement, en parlant d'hôpital et d'hôpital public, une partie de ton discours consiste à dire que finalement, l'hôpital public est la preuve qu'on n'a pas besoin des investisseurs et des financiers pour créer de la valeur, puisque après la libération, il s'est fondé sur autre chose, sur la cotisation. Mais oui, c'est un point absolument central. Encore une fois, le soutien des entreprises, le nécessaire soutien des entreprises, je parle des PME, hein, le nécessaire soutien des PME doit passer par l'abolition de leur dette d'investissement. Ça suppose que nous montrions, et tu as raison de le rappeler, que dans les années 60, nous avons su créer un outil extrêmement performant de production de soins qui n'existait pas du tout 10 ans avant. Il a fallu un investissement absolument considérable, sans d'abord passer par le marché des capitaux, pratiquement pas, ou par même celui du crédit public, par, je sais pas quoi, la Caisse des dépôts et consignations. C'est la hausse du taux de cotisation maladie, qui, je rappelle, double entre 1945 et à la fin des années 70, qui passe de 8 à 16% du salaire brut, qui va permettre, dans les années 60, à l'assurance maladie de subventionner l'investissement hospitalier. Pour qu'il y ait investissement, il faut qu'il y ait de l'avance. Bien sûr, il faut avancer de la monnaie. Mais cette avance de monnaie peut parfaitement se faire par subvention. Soit comme création monétaire par subvention, soit comme affectation d'une cotisation, enfin d'une ponction préalable, qui permet de subventionner. Hein. Et cette subvention de l'investissement va permettre, grâce à cet investissement nouveau, de générer plus de travail, plus de valeur, qui va être cotisé en T+1. Hein. Une logique, un cercle vertueux. Mais un cercle vertueux, parce que cette cotisation supplémentaire liée à l'investissement subventionné du temps T va en T+1 permettre une cotisation qui va permettre de subventionner à nouveau en T+1, lequel investissement de T+1 permettra plus de valeur, plus de travail dans plus de valeur en T+2, etc. Une logique anti-austéritaire, structurelle. Non seulement anti-austéritaire, mais surtout une logique anticapitaliste, une logique communiste. C'est-à-dire, si par communiste, on entend le mouvement réel de sortie du capitalisme. Et donc, qui nous fait sortir des marchés financiers, sortir de la dette, vis-à-vis de parasites. Donc, effectivement, aujourd'hui, pour faire face à la crise, engager vraiment un immense débat politique sur l'illégitimité de la dette pour investissement et sur la possibilité de remplacer le funeste cycle profit-crédit par le cycle cotisation-subvention. Quelque part, on imagine, tu dis il faut laisser crever le CAC 40, mais il faut remplacer le CAC 40 qui produit des biens de consommation et des biens, disons, immatériels nécessaires à notre vie. Comment on transforme donc la PME ou bien la coopérative, comment elles ne peuvent pas toutes suppléer à des grandes firmes du CAC 40 comment... Non, je n'ai pas dit de laisser crever le CAC 40. Je vous laisse la responsabilité du titre, laisser crever les banques. Non, la question, c'est effectivement d'assécher les marchés financiers. Et pour les assécher, c'est de supprimer les dettes des entreprises. Pour commencer par cela.
La dette d'investissement, pour commencer par ce point-là, il ne s'agit pas de laisser crever les entreprises du CAC 40. Ce sont des entreprises absolument nécessaires. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire? Il s'agit d'en faire des entreprises qui soient la propriété des travailleurs. Là, nous ne pouvons plus continuer. On le voit bien maintenant. Les signaux d'alerte écologique, anthropologique, de sanitaire, etc., se multiplient. On ne peut plus confier au capital la production des biens et des services. C'est une époque finie. Ça voudrait dire techniquement, par exemple, que dans la période qui s'ouvre, au lieu de subventionner un capitaliste, le contribuable, via l'État, rentre dans son entreprise, devient propriétaire en partie ou en totalité de cette entreprise? Pas forcément via l'État. Hein. Je n'ai qu'une confiance limitée en l'État. Hein. On voit... Enfin, on cherche quand même, comme une aiguille au milieu d'une meule de foin, les éléments positifs que l'on peut tirer de la politique publique menée depuis 30 ou 40 ans. Enfin, c'est rien, tout est désastreux. Donc, pas forcément l'État, mais effectivement des dispositifs collectifs assumés par les citoyens, par les travailleurs en tant que citoyens, comme l'a été le régime général de sécurité sociale pendant 20 ans, où de 47 à 67, les travailleurs élus... alors, il faut trouver d'autres formes, peut-être, que les élections tous les 5 ans. Tout ça est à retravailler. Il y a une forme de démocratie économique, mais c'est la démocratie économique qu'il faut impulser. On voit très bien que des crises comme celle du coronavirus, cette espèce d'incapacité à faire face à la pandémie autrement que par des mesures de soutien encore supplémentaire à une logique économique folle qui en est à l'origine, on voit bien que les institutions économiques crèvent de ne pas être démocratiques. Il est grand temps que les travailleurs deviennent les décideurs, aussi bien à l'échelle micro dans l'entreprise qu'à l'échelle macro dans les caisses d'investissement, les caisses de salaire, tout ce qui permet la coordination de l'activité économique. Donc quelque part, vu qu'il y aura un inéluctable transfert de valeur des citoyens vers les entreprises dans les mois ou les années qui viennent, il faudra aussi un transfert de propriété des entreprises vers les citoyens. Oui, non, je ne pense pas que je ne parle pas de transfert de valeur des citoyens vers les entreprises. Moi, je suis pour la suppression de l'impôt sur la personne. Parce que l'impôt sur la personne, c'est une forme de citoyenneté, à mon avis, complètement désuète. Je pense que notre responsabilité de citoyen, c'est pas d'avoir des sous puis de les donner à l'État. On les donnera forcément, là. Non, mais ça, non. Notre responsabilité de citoyen, c'est d'assumer la responsabilité de la production de la valeur. Et donc, ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est pas de trouver un bon impôt. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est de voir comment nous allons exprimer que les travailleurs sont souverains sur la production de la valeur. Ça doit se traduire par le fait de libérer les personnes de l'aléa du marché du travail, par une attribution à la personne même d'un salaire à la qualification personnelle, et ça suppose que la propriété des entreprises devienne le fait des travailleurs. Il n'y a pas d'autre solution. Mais comment, dans ce moment, comment faire avancer ce projet? D'abord par le non-remboursement des dettes des entreprises. Premier point. C'est l'idée décisive. C'est l'idée décisive parce qu'il faut absolument, assécher le capital financier, 2, faire la preuve que nous n'avons pas besoin de ce parasite pour financer l'investissement. Tout de même, cette crise remet au devant de la scène la question de la valeur du travail. Dans le monde d'aujourd'hui, la recherche fondamentale sur les coronavirus, qui a été d'ailleurs un peu négligée ces dernières années, est moins... Un peu négligée, mais totalement négligée. Après le STRAS, il y a eu des programmes, mais l'invasion de la logique boutiquière du capital financier dans la recherche
le crédit impôt recherche, le scandale inouï du crédit impôt recherche, le pilotage de la recherche par l'ANR, la fin du financement structurel des laboratoires, la multiplication de la précarité des contractuels dans la recherche. Mais tout ça est criminel, totalement criminel. Et Macron est un criminel. Il faut le dire, nous n'en sortirons jamais tant que nous apporterons une quelconque crédibilité à ce pantin du capital. Parce qu'effectivement, la recherche n'a pas avancé au bon rythme sur les coronavirus, et c'est pour cela aussi qu'on en est là. Mais cette recherche donc fondamentale, elle est moins valorisée que des études marketing sur la cosmétique. Oui, et donc ça pose effectivement la question de la valeur du travail. Est-ce que le salaire tel qu'il est organisé dans notre société, en fait, il est complètement décorrélé de la valeur sociale, et c'est aussi de la valeur sociale du travail, et c'est aussi une des idées forces que tu développes. Bien sûr que si nous voulons que la production soit orientée vers les valeurs d'usage qui ont sens, encore faut-il que nous la maîtrisions, qu'elle ne soit plus laissée aux signaux absolument aberrants qu'envoie le marché des capitaux sur la valeur des entreprises. Les travaux de Benoît Boritz, par exemple, montrent très bien tout ça. Les travaux de Daniel Bachet, il y a actuellement à l'Institut, à Réseau Salariat, un séminaire mensuel sur l'entreprise, tout à fait remarquable, qui montre comment nous pouvons sortir de la logique infernale dans laquelle le programme de relance de Macron, de sauvetage d'entreprise de Macron, va encore nous enfermer davantage. C'est sûr que si c'était les citoyens qui devaient choisir à financer, après le SRAS, à financer les recherches sur les virus plutôt qu'à financer les recherches sur la cosmétologie, je pense que les citoyens auraient mieux tranché que le capital. Mais absolument, nous sommes de bien meilleurs décideurs que le type de... parce que je ne mets pas en cause la personne des traders et tout ça, c'est des humains ordinaires comme nous autres, hein, mais c'est le type de signaux auxquels ils obéissent qui est totalement aberrant. Nous sommes face à une crise de la mondialisation. La mondialisation dans tous ses aspects, les déplacements, les chaînes de valeur mondiales, les systèmes financiers interconnectés. Comment construire aujourd'hui un discours sur l'autosuffisance sans sombrer dans le nationalisme? Parce que on a tendance à vouloir se replier face à ce que le monde nous envoie comme violence et comme menace, là. Je suis bien d'accord que le nationalisme est la pire des choses. Il ne s'agit absolument pas de tomber dans le nationalisme. Mais précisément, la mondialisation, Benoît Boris le rappelle d'ailleurs de façon très pertinente, est une opportunité pour conquérir la maîtrise de notre outil sans sombrer dans le nationalisme. Comment ? Soit les entreprises dont nous allons devenir les propriétaires. C'est vraiment c'est l'enjeu maintenant décisif. Et une première étape, c'est qu'on ne rembourse pas les dettes. Des dettes privées, hein, je ne parle pas des dettes de consommation, je parle des dettes d'investissement. Et je ne parle pas, encore une fois, des dettes à la Drahi. Hein. Tous les dettes pour augmenter son capital sans jamais investir quoi que ce soit, comme les salopards de Drahi, ni les compagnies, ça, on va les laisser crever avec leurs dettes, ces gens-là, au contraire. Mais sauf que j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Ouais, les dettes qu'il ne faut pas rembourser. Oui. Mais c'était quoi ta question au départ? En fait, comment construire un discours sur l'autosuffisance sans c'est ça, sombrer dans l'autosuffisance, le nationalisme? Voilà. Et tu disais que la mondialisation était une opportunité. Oui, mais bien sûr, parce que soit nous avons affaire à des entreprises multinationales étrangères implantées en France. Bon, nous allons leur piquer du pouvoir en devenant propriétaires de leur filiale française. Soit nous avons affaire au capitalisme français. Soit nous allons... et donc nous allons pouvoir
bénéficier de toute l'internationalisation que portent ces entreprises en devenant les propriétaires de leur partie qui est en France. Soit nos entreprises ont des filiales à l'étranger. Ces filiales à l'étranger ne vont plus devenir des filiales, ça va être des entreprises autonomes, parce que nous n'allons pas continuer, comme propriétaires d'entreprises en France, à avoir des filiales à l'étranger sur un mode de propriété lucrative, et ça va ou offrir à l'étranger des lieux, là encore, des opportunités de transposer ce qui se fait en France à l'étranger. C'est-à-dire que les salariés de ces boîtes qui vont être libérés de la tutelle de leur maison mère française vont pouvoir s'autonomiser à l'image de ce que nous allons faire nous-mêmes. La mondialisation, c'est au contraire l'occasion de répandre les vertus d'une souveraineté populaire à l'échelle nationale, à une échelle mondiale. Mais la France était encore capable d'écrire l'histoire du monde avec 60 millions d'habitants. Si c'est pas la France qui le fait, l'autre le feront. Mais de toute façon, ça se fera. L'humanité n'est pas folle au point de confier désormais son avenir à une classe dirigeante qui a fait long feu. Et qui multiplie les crises, qui laisse se multiplier les crises structurelles et mondiales depuis plusieurs décennies. Merci Bernard pour cet entretien à brûle-pourpoint. Tu t'es libéré vraiment pour en discuter avec nous. Nous t'en sommes reconnaissants et nous sommes également reconnaissants à tous nos sociaux, à tous nos donateurs qui permettent de faire vivre le média à ce moment particulier de l'histoire. Nous avons l'intention de suivre la crise du coronavirus, de suivre les crises financières et d'apporter un regard différent. Et pour cela, bien entendu, même dans la période compliquée que nous connaissons, nous avons besoin de votre soutien, de vos dons, de vos cotisations. Devenez sociaux de cette entreprise qui, cette année même, deviendra une coopérative. Est-ce que je peux ajouter un mot quand même ? Un petit truc, oui. Oui, c'est que l'hôpital a absolument besoin d'une augmentation massive du taux de cotisation. Il faut au moins 50 000 soignants en plus à l'hôpital, par exemple. Donc il faut une augmentation massive du taux de cotisation maladie, une augmentation que les entreprises paieront en ne remboursant pas leurs dettes d'investissement. Merci Bernard, et on rend l'antenne.